Un peu plus d'1 million d'espèces ont été recensées sur Terre et ce nombre augmente tous les jours. Chaque année, des chercheurs et des passionnés décrivent plus de 10 000 espèces, ce qui accentue notre connaissance du monde vivant et de la biodiversité. C'est un travail colossal qui est entrepris et c'est très impressionnant, mais selon de récentes études, nous ne pourrions avoir gratté que la surface. Plus de 8 millions d'espèces vivraient sur Terre et la très grande majorité reste inconnue des chercheurs. Dans le même temps, la crise d'extinction fait disparaître le nombre d'espèces dans un rythme complètement supérieur à la moyenne et les chercheurs sont dans une vraie course contre la montre. Aujourd'hui, nous allons voir comment se déroule cette quête pour décrire la biodiversité et surtout si elle a un sens. Pour cela, je suis partie en Nouvelle-Calédonie accompagner une équipe de chercheurs naturalistes pour le Muséum national d'histoire naturelle. Parmi les nombreuses espèces qu'ils vont découvrir ici, beaucoup seront encore inconnues de la science. La Nouvelle-Calédonie a une biodiversité exceptionnelle et peu d'endroits dans le monde ont un tel taux d'endémisme. Pour les plantes, par exemple, parmi les 330 espèces que l'on trouve ici, on ne les retrouve nulle part ailleurs. Et c'est le cas pour les invertébrés, les mammifères ou encore les lézards. Mettre un pied sur cette île, c'est marcher dans une enclave où la biodiversité a évolué indépendamment du reste du monde. Alors la Nouvelle-Calédonie regorge de ce qu'on appelle des espèces endémiques. Donc une espèce endémique, c'est une espèce qui se trouve sur un territoire donné, et nulle part ailleurs dans le monde. Les naturalistes ont reconnu déjà depuis la deuxième moitié du 19e siècle que la Nouvelle-Calédonie était... Bon là, il n'y a pas que la Nouvelle-Calédonie, Madagascar est comme ça, les îles Hawaï, la Polynésie française. Donc sur Terre, une richesse d'espèces combinée à l'unicité des répartitions géographiques. C'est-à-dire qu'en Nouvelle-Calédonie, les 3/4 des plantes se trouvent en Nouvelle-Calédonie et nulle part ailleurs. Et donc c'est ce qui attire les naturalistes sur la Nouvelle-Calédonie depuis la fin du 19e siècle, quoi. L'explication de ce phénomène se trouve dans l'histoire géologique de l'île. La formation de cette île implique un scénario complexe comprenant le détachement avec l'ancien continent du Gondwana, la formation d'arcs volcaniques et des submersions successives sous l'océan. Le résultat est cette île tout en longueur, traversée de massifs culminant jusqu'à 1600 mètres d'altitude. Les recherches récentes montrent que la faune et la flore de l'île dateraient d'il y a environ 37 millions d'années et qu'elle aurait évolué en isolation quasi totale du reste du monde. L'île est située à environ 1500 km des terres les plus proches, ce qui constitue une barrière infranchissable à l'échange de gènes et ce qui favorise l'endémisme exceptionnel que l'on a ici. La géographie de l'île promeut cette diversité. Les chaînes de montagnes divisent l'île en des versants humides et des versants secs, dans lesquels la biodiversité peut s'adapter localement. Chaque vallée abrite sa propre espèce, et c'est particulièrement vrai pour les mollusques. Et c'est ce que les chercheurs sont venus chercher ici. En fait, dans la province nord, tous les endroits intéressants, toutes les montagnes, donc là où on veut aller prospecter, c'est des terrains miniers. Donc on n'a pas le choix que de faire appel aux mines pour pouvoir accéder là-haut. Et puis ça nous arrange bien puisque du coup il y a des pistes pour monter là-haut. On peut y aller autrement qu'à pied. On passe la journée et là on essaye de repérer les petits vallons qui sont encore intacts, qui peuvent être entre deux grosses exploitations minières. Mais les escargots ils arrivent à survivre dans des tout petits calvègues, voilà. On a déjà fait ça les années précédentes. Ah bah c'est génial, enfin tu trouves vraiment de la faune, comme disait Philippe ce matin, c'est des trucs micro-endémiques de montagne, quoi, qui agissent qui sont comme des îles, quoi. Mais malgré tout, ouais, il reste des petits vallons. On a vraiment l'impression de prospecter avant que ça disparaisse, en fait. C'est vraiment... Tu dis, c'est maintenant qu'il faut le faire. Dans 5 ans, 10 ans, ça sera trop tard. Aujourd'hui, on privilégie l'efficacité au reste, quoi. C'est-à-dire que d'abord, on a des moyens de transport qui sont plus les mêmes. On part plus pendant des mois ou des semaines dans des endroits inexplorés. On sait exactement, on a un GPS, on a tout ce qu'il faut. Quand on part, quand on fait un bivouac, c'est maximum quelques jours. Donc c'est vrai que c'est moins passionnant pour le public de suivre nos expéditions. Pour nous, ça l'est toujours autant parce que le but final, c'est de se mettre par terre, c'est de se mettre à quatre pattes dans le sol à chercher nos petites bêtes. Donc c'est exactement la même chose il y a 200 ans.
Mais en termes de communication, c'est plus du tout pareil, quoi. On monte dans un avion, 24 heures après, on est à l'autre bout du monde. On monte dans un 4x4, on sait qu'on va à tel endroit, dans telle région, dans telle micro-région pour récolter. Et on privilégie la récolte. Et le reste, on essaye d'être dans les meilleures conditions possibles, de pouvoir dormir le mieux possible pour être en pleine forme le lendemain. Voilà, ça n'a plus rien à voir avec les naturalistes du 18e et même du 19e siècle. Et tout ce qui est gros, grosso modo, a été trouvé, a été découvert. Donc maintenant, pour faire des découvertes, il faut aller dans le plus petit. Et le monde est composé essentiellement de petites plantes et de petits animaux. C'est cela qu'on va chercher. De l'ADN le plus frais possible en fait. Pause. La tentative de classifier le vivant a une longue histoire. De l'histoire naturelle des animaux d'Aristote au Systema Naturae de Linné, beaucoup de penseurs et de chercheurs ont déjà essayé de classifier et d'ordonner le vivant bien avant que la biologie ne soit une discipline en tant que telle. Le rythme de connaissance de la biodiversité s'est accentué à l'âge des grandes découvertes, lorsque les technologies de navigation et la cartographie du globe ont émergé. En France, le siècle des Lumières a permis à des explorateurs comme Bougainvilliers, Dumont d'Urville ou encore Kerguelen d'entreprendre des explorations d'envergure. À leur bord, on retrouve des naturalistes qui sont chargés de collecter des échantillons de faune et de flore qui alimenteront les collections des muséums d'histoire naturelle d'Europe. Ces expéditions revinrent avec des milliers d'espèces exotiques, pour la plupart complètement neuves aux yeux de la science, et qui seront le point de départ de l'histoire de la biologie actuelle. Mais aujourd'hui, les conditions sont un petit peu différentes. Une différence importante entre les explorations menées historiquement et celles d'aujourd'hui, c'est l'accessibilité des espèces. Lorsque James Cook aborda la Nouvelle-Calédonie en 1774, il était le premier Européen à explorer l'île. Ceux-ci purent décrire des spécimens locaux relativement faciles d'accès. Par exemple, les forêts sèches dites sclérophiles typiques sont réduites aujourd'hui à 2% de leur superficie d'origine sur l'île. Pour trouver les mêmes spécimens qu'à l'époque, il faut aujourd'hui parcourir plusieurs kilomètres, voire monter des flancs de montagne qui sont plus protégés. Une autre difficulté actuelle est la taille. La majorité des grosses espèces ont été découvertes et ce qu'il reste aujourd'hui à découvrir se situe soit dans des écosystèmes et des endroits reculés et difficiles d'accès, soit sont extrêmement petites. Et c'est ce qui se passe avec les mollusques. Ce groupe est certes peu charismatique et le grand public préfère les pandas aux limaces, mais pourtant il renferme une biodiversité absolument monumentale. Après les arthropodes, c'est le groupe du vivant qui contient le plus d'espèces. On en compterait aujourd'hui environ 80 000 et il en resterait au moins le double à découvrir. En Nouvelle-Calédonie, une espèce sur 10 serait confinée dans un territoire de 5 km², ce qui est à peu près la superficie d'une vallée. Et ce taux est encore plus élevé chez les mollusques, qui de toute façon ne se déplacent pas bien loin. Ce micro-endémisme veut dire que les espèces sont extrêmement localisées et que ça demande encore plus d'efforts d'aller les observer. Les conditions sont donc très différentes de l'époque des grandes explorations, mais les outils aussi.
Alors j'appartiens à la première génération de scientifiques qui est simultanément consciente que les 3/4 des espèces à la surface de la planète n'ont pas encore été décrites, n'ont pas été nommées, on ne sait pas qu'elles existent, et le tiers, le quart ou la moitié aura disparu d'ici le milieu et la fin du siècle. Voilà. Donc c'est cette combinaison qui crée, je dirais, une urgence taxonomique pour connaître, découvrir, inventorier, thésauriser les espèces qui sont à la surface de la planète. Je compare souvent mon métier à celui d'un archéologue qui fait de l'archéologie préventive. Aujourd'hui, il y a 2 100 000 espèces connues dans le monde. Il s'en décrit, il s'en nomme 20 000 nouvelles par an. Voilà. Donc évidemment, personne ne connaît tout, mais même à l'intérieur de ça, dans ma spécialité, les mollusques, il y a 85 000 espèces de mollusques. À l'intérieur de ça, on va dire, il y a 30 000 espèces de mollusques terrestres, 55 000 espèces de mollusques marins. Personne ne connaît toutes ces espèces-là. Voilà. Donc en gros, une expédition, c'est revenir du terrain avec des échantillons collectés de manière à être exploitables par des ultra-spécialistes qui, eux, ne seront pas sur le terrain et qui ne sont pas forcément nés encore déjà, ces spécialistes-là. Donc les muséums, les grands herbiers sont en fait des centres d'archivage. C'est comme, je reprends la comparaison avec l'archéologie préventive, c'est des dépôts de fouilles. On met en collection des objets complètement documentés avec leurs images numériques, leurs échantillons de tissu pour le séquençage, de l'ADN, etc., de façon à le rendre exploitable. Quand on rentre d'expédition, le matériel d'une station est en vrac, c'est-à-dire c'est toutes espèces confondues. Ce qui les caractérise, c'est d'avoir été récolté à telle station, à tel endroit, latitude, longitude, altitude, etc. Pour être étudié par un spécialiste, il faut que ce matériel soit trié par famille, voire par genre. Voilà, donc il y a une phase de tri additionnel qui se passe ici. Donc le résultat de cette phase-là, voilà par exemple des échantillons qui ont été récoltés lors de l'expédition de 2019. Voilà, tout ça, donc ça c'est trié par famille. Tout ça, c'est des charopidés de l'expédition Nouvelle-Calédonie de 2019. Pour chacun, voilà, il y a donc en clair, Nouvelle-Calédonie, province Nord, commune de Wegoa, Roche-Chavel, Pouigny. Donc chaque spécimen porte un numéro unique qui va correspondre à la fois à la coquille de l'escargot qui a été traité, et puis au tissu et donc aux séquences moléculaires qui s'y rajoutent. Alors il se passe en moyenne 21 ans entre la collecte du premier échantillon d'une espèce nouvelle dans la nature et sa description par un scientifique dans la littérature scientifique. La découverte de nouvelles espèces est une course contre la montre. Enfin, vu le rythme actuel, c'est plutôt un marathon. S'il nous reste environ 8 millions d'espèces à découvrir et que nous allons au rythme de 8000 espèces par an, il nous faudrait encore 1000 ans pour faire l'inventaire du grand catalogue du vivant. Si les naturalistes avaient commencé à l'époque des croisades, il leur faudrait encore aujourd'hui 70 ans pour achever cet inventaire. C'est donc un marathon très tranquille. Mais évidemment, la liste des espèces à découvrir n'est pas figée. Des espèces disparaissent et apparaissent en permanence. Le problème, c'est que le taux de disparition de ces espèces est de 10 fois à 100 fois plus élevé que dans une période géologique normale. C'est ce qu'on a appelé la 6e extinction de masse. Et encore, c'est pire pour les mollusques. Premièrement, 70% des espèces en voie d'extinction se situent sur des îles. Or, ces environnements sont particulièrement fragiles
à la pression anthropique. Et comme il s'agit d'espèces endémiques, elles n'ont pas de population de secours. Deuxièmement, selon une étude récente, les espèces non décrites ont plus de chances de disparaître que les espèces décrites. Effectivement, elles ne sont pas connues aux yeux du monde et donc ne bénéficient pas d'une protection. Ainsi, des chercheurs estiment que le nombre réel d'espèces qui auraient disparu durant ces 500 dernières années avoisinerait plutôt les 150 000, ce qui correspond à 10% de la biodiversité. Sur des sites un peu comme ça, où là on est dans un petit site, petit bosquet de forêt qui semble un peu préservé, au milieu finalement d'une grande mine et d'un système qui est hyper exploité. Du coup, oui, tu te dis que l'urgence elle est un peu là et qu'il faut, s'il y a une espèce qui ne vit que là, l'intérêt c'est vraiment de se dire qu'il faut le savoir pour le faire reconnaître et protéger, si possible, l'espèce avant qu'on détruise, sans le savoir, son habitat de vie, quoi. Donc l'objectif, c'est préserver en tout cas l'espèce et son habitat le mieux possible si en effet un défaut de connaissance à la base, quoi. Ouais, il y a ça aussi qui est intéressant dans ces disciplines où finalement il y a tout à faire, tu vois. Bon, voilà, je la collecte, hop, dans le tube avec les autres. On regardera ça plus tard et puis ce sera analysé. En d'autres termes, de nombreuses espèces disparaissent avant que les chercheurs aient le temps de les découvrir, ce qui rend ce grand inventaire encore plus urgent. Quentin Willer est le fondateur de l'Institut international d'exploration d'espèces et il milite pour un programme de recherche d'envergure qui serait similaire à celui que mettrait en place la NASA dans une telle situation. L'idée est de faire passer le rythme de découverte des espèces de 10 à 15 000 par an à 200 000, ce qui permettrait d'achever 90% de l'inventaire du vivant d'ici 50 ans. En découvrant ces espèces auparavant inexistantes, cela permet de leur donner un visage et de les donner à voir aux yeux du monde, et donc de participer à leur protection dans un contexte de crise d'extinction. Mais une question se pose peut-être. Pourquoi devrions-nous financer ce programme Apollon pour le catalogue du vivant sur Terre ? Après tout, les grosses espèces charismatiques, poilues, mignonnes, qui créent de l'empathie ont été découvertes. Comme ce qui reste à découvrir est majoritairement petit, gluant, peu charismatique et ne crée pas d'empathie, on peut se demander si ces recherches sont vraiment intéressante. Et même si ce biais d'empathie a été quantifié par des études, cela ne semble pas tellement affecter les naturalistes. Alors, je pense que tous les naturalistes taxonomistes sont mus par curiosité je dirais une admiration pour la bizarrerie des espèces,
bizarrerie des formes, la bizarrerie des modes de vie, la bizarrerie des couleurs, etc. Et en même temps, bon, une admiration pour justement ce compartimentage écologique et géographique à la surface de la planète. Vraiment un bleu. En montrant qu'avec un peu de curiosité, il est possible de s'intéresser à des espèces microscopiques, inaccessibles, petites, etc., les naturalistes nous montrent une autre façon d'interagir avec la biosphère. La curiosité est une fin en soi et elle légitime complètement la recherche de millions d'espèces encore inconnues. Alors quand on pose la question aux naturalistes à quoi ça sert de recenser la biodiversité encore inexistante, la réponse est parce que c'est cool.